Et dans ce sens public, j'ouvre tout de suite notre second débat prospectif que je vous propose sur l'avenir du conservatisme en France. Dimanche, vous le savez, le parti LR, les Républicains, va désigner son nouveau président. Sera-t-il pour autant conservateur? Que signifie ce mot et ce courant de pensée? Est-il réservé à la droite? On va répondre évidemment à toutes ces questions. Mais d'abord, cette question, le mot conservateur ou conservatisme est-il tabou en France? Sandra Cerquera. On dit la France de plus en plus à droite. Des LR à Éric Zemmour, assiste-t-on à une montée du conservatisme? Ce courant porté par la nostalgie du passé, qui refuse les ruptures ou les évolutions trop rapides. Georges Pompidou parlait de changement dans la continuité. Non, répond ce politologue, cela peut sembler paradoxal, mais en France, selon lui, cela reste marginal. Aucun courant politique ne peut et ne veut être clairement identifié comme conservateur. Ce n'est pas une identité politique reconnue. On n'a jamais eu de parti conservateur et pendant très longtemps, la droite elle-même se flattait de vouloir bousculer les conservatismes pour moderniser le pays, etc. Une des choses remarquables, si vous voulez, en France par rapport à d'autres démocraties, la droite ne veut pas être conservatrice. Être conservateur serait donc tabou en France, un courant trop méconnu et caricaturé. Pour ce chercheur, la droite, dans sa recomposition politique, aurait tout intérêt à assumer son conservatisme pour que les LR puissent retrouver de leur influence face à l'extrême droite. Qu'est-ce que la droite? La question qui se pose. Et oui, je pense peut-être que le qualifier de conservateur et être conservateur est plus porteur. Parce qu'être conservateur, on peut être un parti de gouvernement et conservateur, le conservateur reste modéré, et en même temps, un conservateur est vraiment de droite. Donc elle se placerait bien, en tout cas. Elle pourrait dire d'un côté, je ne suis pas le Front National, et de l'autre, je ne suis pas non plus En Marche ou Renaissance maintenant. C'est peut-être l'alternative qui permettra le mieux de garder les Républicains comme un parti de gouvernement et comme un parti de droite modérée. À l'étranger aussi, les partis conservateurs sont en crise et perdent des voix. Ils sont devenus incapables, comme au Danemark ou en Suède, de gouverner seuls dans de nombreux cas et doivent parfois chercher le soutien de l'extrême droite. Je vous présente tout de suite mes invités. Frédéric Matonti, bonsoir. Bienvenue, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de ce livre « Comment sommes-nous devenus réac ?» publié aux éditions Fayard. Laetitia Stroche-Bonnard, bonsoir. Bienvenue à vous aussi, essayiste, rédactrice en chef des pages débat et idées au magazine L'Express, auteur de ce livre. Vous avez dit conservateur. L'interrogation, publié aux éditions du CERF. Bruno Cotresse, politologue, bonsoir. Bienvenue à vous aussi, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Et Laetitia Krupa, éditorialiste politique, évidemment, toujours à mes côtés. Rebonsoir Laetitia. Je commence tout simplement en ouvrant le dictionnaire. Voilà, la lettre C comme conservateur se dit de quelqu'un d'un parti politique caractérisé par l'attachement aux valeurs et aux structures traditionnelles et par l'hostilité au changement. Attachement aux valeurs, hostilité au changement. Est-ce que c'est aussi votre définition, Frédéric Matonti? Alors, moi, j'ai du mal avec le mot conservateur. Ouais. C'est d'ailleurs pourquoi j'avais choisi réactionnaire pour décrire un certain nombre de phénomènes, parce que ça me permettait de dire les réactionnaires, ce sont ceux qui veulent revenir en arrière à un monde que parfois ils idéalisent et qui n'a pas forcément existé. Alors, et conservateur, c'est vrai qu'en France, ça ne correspond pas à une véritable tradition. La différence, on va en Grande-Bretagne, il y a tout de suite un parti conservateur. Même si on peut dire il a changé, c'est plus la même chose que ce qu'il était au départ, etc. Puisque, en gros, être conservateur, ça voulait dire être favorable à la monarchie absolue. Bon. Et être libéral, c'était favorable à une monarchie contrôlée, limitée, etc. Bon, on voit bien que chez nous, c'est une division qui ne marche pas bien. On prend les États-Unis, il y a des néoconservateurs chez les Républicains, c'est la droite des Républicains. Bon. Mais on voit à peu près. C'est vrai que nous, on a eu tendance à opposer souvent ordre et progrès, ce qui était une manière de bien poser les choses. Et aujourd'hui, ce qui est vrai, ce qui est compliqué quand on regarde la droite, c'est qu'elle est effectivement tellement tiraillée entre le macronisme d'un côté et l'extrême droite de l'autre, que très souvent, elle hésite. Et on le voit là au débat actuel en ce moment pour la présidence de LR. Oui, et on va évidemment analyser ces candidatures à la présidence de LR et le positionnement des uns et des autres. Laetitia Stroche-Bonnard, est-ce que on peut peut-être faire un peu d'histoire, se rappeler où et quand le conservatisme naît, et puis peut-être aussi, ça va faire beaucoup en une seule réponse, mais
pourquoi c'est un peu tabou en France aujourd'hui à droite, quoi. C'est quand même intéressant. C'est exactement ce que j'ai essayé de comprendre dans mon livre, enfin, le livre que vous avez cité, qui date de 2016 en fait, donc ça fait un moment. Je m'étais intéressée à la question parce que je me demandais justement pourquoi il n'y avait pas de conservatisme en France. Oui. Et de fait, j'ai dû regarder où il y en avait. Et le berceau du conservatisme, vous l'avez cité, c'est la Grande-Bretagne. Ensuite, les États-Unis. Mais Grande-Bretagne, 18e siècle. Alors, c'est la Grande-Bretagne. Alors, il y a plusieurs façons de dater. Le début officiel du parti conservateur, c'est plutôt les années 1800. Ouais. Mais aujourd'hui, les conservateurs britanniques estiment que leur père fondateur est Edmund Burke. Edmund Burke était un philosophe et un député qui, alors là, ça devient très compliqué, était libéral, donc Whig, et il s'opposait aux Tories, qui sont aujourd'hui les conservateurs. En gros, les Tories étaient très monarchistes. Ils étaient pour, en gros, un très fort pouvoir accordé au roi. Les Whigs voulaient que le Parlement ait plus d'importance. Et ce qui est fascinant dans l'histoire du conservatisme anglais, et c'est pour ça qu'il est très différent d'un conservatisme réactionnaire, c'est qu'ils ont réussi à s'adapter progressivement en acceptant, donc les Tories ont accepté de devenir plus libéraux au plan économique et au plan politique. C'est pour ça que le Parlement, d'ailleurs, est tellement fort. Mais alors, je reviens à la France. Pourquoi c'est ce qu'on disait dans le sujet à l'instant, pourquoi c'est un tabou dans la droite française ? L'histoire française s'est faite par la rupture. Je ne vous apprends rien. 1789, c'est une façon d'imposer le libéralisme, enfin d'accéder au libéralisme par la rupture. Pourquoi ? Parce qu'en face, on a une monarchie qui ne veut pas céder. Je simplifie. Tout le 19e siècle, c'est ça aussi. Ce sont ce qu'on appelle les légitimistes, c'est-à-dire en gros les royalistes, mais bon, qui se retrouvent un petit peu dans leur coin, qui luttent contre l'idée libérale. Donc c'est le contraire de ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Pour avoir un vrai grand parti conservateur, je pense qu'il aurait fallu déjà qu'on ait une histoire d'appropriation et de mélange entre conservatisme et libéralisme. Donc qui est très difficile à comprendre pour la droite française. Ce n'est pas un parti conservateur. Alors, bien sûr, après on regarde l'Union européenne, quand on fait des catégories en politique ou en sociologie, on est obligé, on peut considérer que le RPR, l'UMP, LR sont des partis conservateurs, mais vous voyez qu'ils n'arrivent pas à rendre les deux pôles, conservatisme, libéralisme, c'est-à-dire en gros adaptation au changement, mais pas trop rapide. Ils n'arrivent pas à rendre ces deux pôles compatibles. Et c'est un peu dramatique parce que du coup, ça fait partir les uns. Les uns vont vers le centre, du type Emmanuel Macron en marche, puis les autres vont plus à droite, du type Éric Zemmour ou à la rigueur Marine Le Pen, mais là on est dans le populisme, ce qui est encore un petit peu autre chose. Justement, Bruno Cotresse, pour vous, qui se réclame le plus du conservatisme aujourd'hui, ou qui coche le plus de cases du conservatisme dans le paysage politique français ? Si on reprend l'actualité politique récente, il me semble qu'Éric Zemmour cochait pas mal de cases dans sa campagne de 2022, et en particulier sur la dimension que Frédéric Matonti rappelait, qui est cette dimension au fond de retour en arrière fondamentale chez Éric Zemmour, l'idée que c'était mieux avant, l'idée que nous aurions perdu la boussole à un moment donné, on ne sait pas quand, d'ailleurs il ne le date jamais exactement, mais c'est toujours cette idée qu'à un moment donné il y aurait eu une rupture dans l'identité fondamentale de la société française, et je pense que cette dimension de c'était mieux avant, on a perdu la boussole, et il faut essayer de coûte que coûte de retrouver le code génétique qui a été perdu quelque part, est une idée. On trouvait ça dans son clip, fondamentale. Dans son clip de lancement de campagne, c'était assez totalement. Donc de ce point de vue-là, il coche beaucoup de cases, mais à l'intérieur de la famille politique du centre droit et à l'intérieur des Républicains, vous avez aussi des personnalités politiques qui vont être plus conservatrices entre guillemets que d'autres. On voit dans la compétition aujourd'hui pour pour prendre la présidence du parti Les LR, qu'effectivement quelqu'un comme Bruno Retailleau a voulu se caractériser, il a voulu se situer un petit peu dans la trajectoire de cette droite de l'Ouest de la France dont il est originaire. Il a cultivé beaucoup ça. Alors il est un personnage beaucoup plus compliqué que ça, on ne peut pas le résumer évidemment à cette seule dimension, mais voilà, on voit que relativement, alors c'est vrai que si on prend une dimension absolue qui est le conservatisme entre guillemets français par rapport à l'histoire des idées politiques ou à l'histoire du conservatisme au Royaume-Uni, aux États-Unis, effectivement ça n'est pas la même chose, mais si on prend quelque chose de relatif, c'est dans l'espace politique français, il y a bien des partis politiques et des personnalités politiques qui s'inscrivent dans un pôle qu'on pourrait qualifier de pratiquement
conservateur, c'est-à-dire l'idée que la société est en train de perdre sa boussole morale. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, et nous on le constate dans nos données d'enquête auprès des Français, on voit que certains traits du conservatisme vont bien au-delà dans l'opinion publique que les seuls segments du système partisan ou de la vie politique qui pourraient se revendiquer vraiment comme voulant incarner c'était mieux avant, etc. Il y a un certain nombre de dimensions, et en particulier l'idée qu'on aurait perdu la boussole morale dans le pays, qui est quand même très, très, très partagée dans beaucoup de segments de l'opinion. Dans une partie importante de l'opinion. Est-ce que, Frédéric Matonti, le conservatisme en France, mais peut-être aussi en Europe, il y a d'autres exemples européens. Alors, je sais bien que ce n'est pas le terme que vous employez, mais est-ce qu'effectivement, il est d'abord culturel ou identitaire même, pour dire les mots? Alors, ce que dit Bruno Cottresse, c'est-à-dire le côté « c'était mieux avant où on ne peut plus rien dire, par exemple, ça, c'est des marqueurs extrêmement forts de cette droite qu'on appelle conservatrice, réactionnaire, identitaire. Bon. Et c'est vrai que le culturel est très souvent la cible de ces protestations. C'était très frappant dans le clip d'Éric Zemmour où on voyait une France qui n'a jamais existé, des années 60, idéalisée, en noir et blanc, etc., avec Jean Gabin, je ne sais plus, mais c'était vraiment une vision. Aux États-Unis, on voit très bien comment, par exemple, il y a une opposition très forte des néoconservateurs ou des républicains trumpistes, par exemple, contre Disney, où ils estiment que Disney, c'est un lieu de multiculturalisme dangereux qui fait perdre les repères. Donc oui, je pense que la culture est un lieu de... Disons que c'est un axe de controverse. C'est là où on fabrique des controverses, c'est là où on marque des points. On le voit très bien dans la façon dont, dans les débats publics, c'est des lieux de... Enfin, on l'a vu là, par exemple, avec le jeu sur l'antifascisme. Oui. Qui a été retiré à la FNAC pour quelques jours. C'est encore une fois par le prisme culturel que ça fonctionne. C'est vraiment des lieux de fabrication de controverses, et c'est des lieux aussi où progressivement, parce que ça marche aussi comme ça, la gauche recule. Ouais. Alors, vous avez évoqué Bruno Retailleau. Je propose qu'on regarde tout de suite justement le tout début de son clip de campagne. Voilà, Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, vous avez fait référence, évidemment président du groupe LR ici au Sénat. Voilà comment ça démarre. Pourquoi je crois encore à la droite ? Parce que malgré nos épreuves, la droite porte toujours en elle cette France que je porte en moi. Cette France de l'honneur, des combats qu'on mène jusqu'au bout. Parce que pour un pays comme pour un parti, rien ne peut tenir debout sans ces convictions qui nous tiennent. Et vous, les militants de la droite, vous avez tenu. Cette France des valeurs aussi, du travail qui rend digne, de l'audace qui rend libre, des racines qui rendent fortes. Car être de droite, c'est toujours être de quelque part. Je suis de ma Vendée, ma petite patrie charnelle, dont les grandes blessures et les grandes figures m'ont appris à aimer notre grande patrie française. Oui, je suis de cette France-là, oui, je suis de cette droite-là, fière, parce que notre histoire est grande, fidèle parce que la loyauté est belle, malgré les trahisons, malgré les déceptions. Nos déceptions. Il y a quelques pics aussi, on les a bien vus avec le visage d'Édouard Philippe qui apparaît au moment où le mot trahison est prononcé. Mais moi, je retiens aussi ces images. Il y a De Gaulle, la Libération 44, la liberté guidée dans le peuple de la Croix. Il y a Notre-Dame, il y a un général royaliste de la guerre de Vendée, la Galerie des Glaces, évidemment, le château de Versailles, de la de Tassigny. Bref, on ne va pas tous les citer. Laetitia Stroche-Bonnard, est-ce que tout ça sont des codes conservateurs ? On peut l'imaginer, mais est-ce que pour autant ça réduit Bruno Retailleau à ce qualificatif ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est complexe en fait, une candidature politique. Alors, la difficulté, c'est que pour moi, conservateur n'est pas un gros mot. Mais pas pour moi non plus. Mais au sens où, quand vous dites, est-ce que ça réduit Bruno Retailleau à un conservateur ? Moi, être réduit à un conservateur, si c'est assez riche et s'il y a beaucoup de thèmes, je vous décrivais le conservatisme britannique, ça peut être une pensée politique très profonde. D'ailleurs, sauf qu'il y a peu, pardon de vous interrompre, mais on a peu d'hommes de droite qui accepte d'être défini comme conservateur. Enfin, on y revient à ça. Pour les raisons historiques qu'on a définies, je voulais juste dire un point sur Zemmour. J'ai une petite divergence avec vous. Moi, je ne pense pas que ce soit un conservateur. Pour moi, c'est un réactionnaire. Un conservateur, c'est quelqu'un qui n'est pas contre le changement, il est contre un changement trop rapide. C'est quelqu'un qui cherche le bon rythme de la réforme.
Et donc, c'est quelqu'un qui, normalement, est au fait des évolutions sociales. Et c'est vrai que parfois, il peut estimer que la gauche veut aller trop loin, trop vite. Mais fondamentalement, De Gaulle est un bon exemple. Alors, après, est-ce qu'il rentre complètement dans la catégorie conservateur ? On peut en discuter des heures. Mais c'est quelqu'un qui avait compris, justement, qu'en France, il y avait des envies d'ordre et des envies de progrès. Alors après, on l'associe à un homme de droite, mais oui, bien sûr, ça va, c'est compatible. On peut défendre ce conservatisme-là et être de droite. J'ajouterais aussi autre chose par rapport à Éric Zemmour. Il y a quelque chose qui est très fort, c'est Éric Zemmour, c'est une forme de mépris aussi de l'état de droit. C'est-à-dire aussi un mépris de l'individu, du droit qui est attaché à l'individu vis-à-vis du droit de la raison d'État, par exemple. On a l'impression que pour Éric Zemmour, la raison d'État, le sort de la France, passe bien avant le sort de l'individu et que si l'individu doit se sacrifier pour ça, ça ne pose aucun problème. Dans un vrai conservatisme qui, pour moi, devrait être libéral, on ne peut pas oublier l'individu. Et normalement, la droite française, telle qu'elle existe aujourd'hui, et je pense que M. Retailleau est de celle-là, il y a un respect du droit, il y a un respect de l'état de droit. On est très loin quand même, à mon avis, des propositions de quelqu'un comme Éric Zemmour. Oui, je suis plutôt d'accord avec vous, mais Frédéric Matonti, ce qui est intéressant, c'est que là, on vient de citer deux mots, conservatisme et libéralisme, et ces deux mots que quasiment personne n'emploie à droite, parce que c'est pareil, il y a très peu d'hommes politiques de droite qui se disent libéraux. Oui, parce que libéraux, c'est toujours entendu comme plutôt ultra-libéral, pour aller vite. Et donc, même si on fait une politique ultra-libérale, on ne revendique pas qu'on fait une politique ultra-libérale. Emmanuel Macron ne va jamais dire qu'il est ultra-libéral, par exemple. Pourtant, j'ai pas l'impression que depuis 2 ans et la crise Covid, ce soit de l'ultralibéralisme à l'œuvre. La crise Covid, c'est une manière effectivement d'endiguer les difficultés. Mais on voit très bien qu'à chaque fois, il y a quelqu'un comme Bruno Le Maire qui vient dire oui, mais attention, il va falloir payer l'addition. Ouais. Et payer l'addition, c'est quand même rogner sur l'État-providence, en gros. Donc oui, c'est quand même bien la réforme on voit bien la réforme du chômage, tout ça. Bon. Ouais, bref, on est quand même le pays d'Europe où l'État-providence a été le plus protecteur depuis 2 ans. Enfin, on peut pas faire comme si ça n'avait pas eu lieu. Il a été très très protecteur, mais on voit bien le détricotage qui est en train de se faire. Et quand on est dans les services publics et quand on est face à un service public, on voit très très bien ce que c'est qu'une politique de limitation je sais pas comment on peut dire ça, détricotage du service public. Bon, mais je reviens à la droite et à ce deuxième tabou qui est le tabou du mot libéral. Parce qu'en France, un libéral, il est forcément ultra-libéral, c'est ça ? Si vous regardez ce que dit ici Bruno Retailleau, par exemple, il y a plein de marqueurs qui le mettent très à droite quand même. Par exemple, patrie charnelle. C'est lourd, la patrie charnelle, quand même. Ça nous amène... C'est sa Vendée, en fait. Il fait la différence entre... C'est une façon de dire, je ne suis pas d'abord vendéen, je suis français, mais il y a cette patrie charnelle. Mais en même temps, il rajoute Delacroix par-dessus, alors que Delacroix, ce n'est pas dans le patrimoine... la liberté de Delacroix, ce n'est pas dans le patrimoine de la droite. Mais sur les mots tabous, la droite ne se dit pas non plus très de droite. C'est rare de voir un homme politique dire, ou une femme politique dire « je suis de droite ». C'est pas non plus un terme qu'on emploie beaucoup. C'est-à-dire c'est très intéressant de voir comment la droite, précisément, euphémise toujours ses appartenances conservatistes, libérales, de droite, etc. Alors c'est peut-être un de ses problèmes. Bruno Cotrez, vous vouliez intervenir ? Oui, en fait, ce qui rend la question assez compliquée, c'est qu'on ne peut pas non plus réduire notre vie politique à une seule dimension. En fait, quand on prend en compte les 2 dimensions, c'est-à-dire la dimension interventionnisme, libéralisme au plan économique, plus la dimension conservatisme, libéralisme sur le plan des valeurs et culturelles, là on voit que ça se complexifie. Et si on positionne Éric Zemmour, nous c'est ce qu'on a fait au CEVIPOF, qui était de faire une étude assez détaillée, on va dire, de l'offre politique de la présidentielle, en codant les candidats sur tout un tas de dimensions. On voyait que Éric Zemmour s'inscrivait économiquement du même côté qu'Emmanuel Macron, mais culturellement du même côté que Marine Le Pen. Et donc on voit qu'effectivement, de ce point de vue-là, on ne peut pas les ranger dans des boîtes extrêmement simples, qu'on dise qu'il est réactionnaire, conservateur, réactionnaire, etc. Et c'est ça qui rend en fait la situation de la droite aujourd'hui si dramatique pour eux et si compliquée, c'est que de ce point de vue-là, ils sont pris en étau de partout du fait de ces deux dimensions. Et c'est vrai que la dernière fois que dans notre vie politique, la dimension de libéralisme économique s'est fortement affirmée, c'est sans aucun doute lors de la première cohabitation
en 1986, lorsqu'on a une droite qui vient au pouvoir sous la présidence de François Mitterrand, portée par une génération de jeunes quadragénaires qui, à l'époque, s'appellent François Léotard, par exemple, ou d'autres personnalités politiques qui, à ce moment-là, veulent dire, eh bien, nous, on est des libéraux, et il n'y a pas de honte à être libéral dans la société française. Et l'échec, au fond, de ce projet politique par la réélection de François Mitterrand en 1988 et l'impossibilité derrière pour la droite de offrir à nouveau une solution qui ne soit qu'une solution libérale est effectivement, de ce point de vue-là, intéressant. Et vous avez raison, il n'y a pratiquement plus aucune personnalité politique qui revendique l'étendard en disant « je suis un libéral » ou « je suis un conservateur ». Ouais, je me souviens d'une photo de ces cadras qui étaient tous sans cravate. Il y avait Alain Madelin, si je me souviens bien. Il devait y avoir Philippe Séguin, sans doute, aussi, qui était sur la photo. Ouais. Le problème, c'est qu'à part Alain Madelin, je pense que c'était quand même beaucoup d'opportunisme. Pareil chez Éric Zemmour. Éric Zemmour ne s'intéresse absolument pas à l'économie. La liberté économique ne l'intéresse pas dans ses fondements philosophiques. Il y a de quoi s'y intéresser, vraiment. Il y a des choses passionnantes. On a des libéraux français. On a Jean-Baptiste Say, Frédéric Bastiat. Enfin, si on veut vraiment s'intéresser au libéralisme économique français, il y a de quoi faire. Éric Zemmour, ça l'ennuie profondément. Et je pense qu'on ne peut pas plaquer des convictions politiques sur un programme pour le gagner vite fait, bien fait en quelques mois. Il faut aussi qu'il y ait un historique dans un parti et qu'il y ait un vrai attachement à ces questions. Si c'est pour changer d'avis un an plus tard, enfin moi je considère que la droite française n'a jamais eu de conviction très profonde sur ces sujets. Elle n'a cessé de changer d'avis en fonction de ce qu'elle voyait, de ce qu'elle comprenait de l'opinion. C'est pour ça que ça demande un travail énorme qui n'est pas fourni aujourd'hui par la droite, parce que, on l'a dit, hein, elle contient des éléments qui sont très contradictoires, qui ne comprennent pas pourquoi ils sont ensemble. Moi, je pense qu'on peut arriver à définir des raisons pour lesquelles ils pourraient être ensemble, parce qu'à mon avis, la droite est légitime à exister. On en a besoin entre les extrêmes et le parti d'Emmanuel Macron, qui n'est pas complètement de droite, à mon avis. Et c'est assez dangereux pour tout le monde, je pense même pour la gauche, qu'il n'y ait pas de vraie droite. Alors, on va, Laetitia, quand on a commencé à travailler sur cette question, ce débat sur le conservatisme, vous êtes parti un peu plus, vous avez élargi un peu la réflexion en disant... Vous me dites, mais la société française, elle est carrément bipolaire. Pourquoi vous dites ça ? Oui, je vais vous dire ça parce que là, Bruno Cotresse, vous venez justement d'évoquer cette confrontation entre le social et l'économique. Et c'est précisément, moi, ce que je vais vous démontrer là, maintenant, je vais tenter de le faire. Hein. C'est comme si la société française, finalement, avait deux cerveaux. Un cerveau droit progressiste sur les questions sociétales, type mariage pour tous, IVG, procréation médicalement assistée pour des femmes seules ou lesbiennes. Et puis un cerveau gauche totalement recroquevillé sur les acquis sociaux auxquels il ne faut surtout pas toucher, alors même que la société évolue, qu'on vit plus longtemps, qu'on vit plus confortablement. Je précise quand même que quand je dis cerveau droit et gauche, je fais absolument pas allusion au bord politique. Ah bon ? C'est une image qui sert à la pédagogie, voyez-vous. Alors, donc, voilà. La société française, elle serait conservatrice, si je vous suis bien, notamment au sujet des retraites. On ne peut que constater le blocage de la société sur l'âge légal de départ à la retraite. Je rappelle que c'est une promesse d'Emmanuel Macron, que normalement, ce serait 65 ans à l'horizon 2031. Mais on sent déjà que la rentrée 2023, Thomas, elle risque d'être très tendue sur le sujet. Aucun syndicat n'accepte ce report d'âge et les Français, dans leur grande majorité, non plus. Un des derniers sondages, par exemple, c'était celui de YouGov pour le HuffPost, c'était en octobre, annonçait que 2 Français sur 3, 66%, ne voulaient pas de la réforme. Près de la moitié de la population, 48%, ils seraient tout à fait défavorables et seulement 8% y seraient favorables. Alors, on a déjà consacré des heures de débat sur ce plateau. On ne va pas revenir sur le détail de cette réforme. Je constate simplement que sur ce sujet du travail, il y a, oui, un certain conservatisme et là, plutôt de gauche. Alors, certains vous diront au contraire que le conservatisme, c'est justement dans le travailler plus. Oui, c'est l'argument phare de la gauche, mais là, je préfère vous parler de l'opinion publique. Votre spécialité, Bruno Cotresse, la société française dans son ensemble, et tous les experts s'accordent à dire qu'elle s'est droitisée, cette société. Vous êtes d'accord, Thomas ? Depuis la présidentielle, on n'entend que cela. Il y a eu une bascule à droite, la France a basculé à droite. Alors pourquoi ça bloque sur les retraites ? La société française est
est bipolaire. Je ne vois que ça. C'est soit un paradoxe, soit un charme. Ça dépend du point de vue. En tous les cas, c'est surprenant. Bruno Cotret, j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet. Je ferai deux remarques. La première, c'est qu'effectivement, on a dans toutes les données d'opinion cette dualité. Et à la fois une société française qui voit la société française principalement comme une société profondément injuste. Nous avions demandé il y a 2 ans aux personnes qu'on interroge dans notre baromètre de confiance politique quel était le mot qui pourrait caractériser le mieux la manière dont la société française les traitait, eux, individuellement. C'était le mépris. Voilà, donc une perception d'une société française injuste qui ne tient pas à sa promesse d'égalité républicaine, la méritocratie en panne, l'escalier social en panne, donc avec une demande considérable que quelque chose se passe pour déverrouiller et débloquer la société française, et dans le même temps, effectivement, des aspirations qui vont plus sur le sécuritaire. Quelques chiffres récents. Je ne me reconnais plus dans les valeurs de la société française, dont on a 67% de personnes interrogées qui adhèrent à cette idée. On est allé trop loin dans la promotion des droits des minorités. On a quand même 26% des gens qui disent ça. Donc on voit effectivement cette dualité. Il y a un deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est le rapport au temps. Quand on regarde le temps dans une très longue distance, on voit qu'effectivement, sur une très longue distance, au cours des 40 dernières années, la société française est devenue beaucoup plus tolérante. C'est ce que démontre un de mes collègues de Sciences Po, Vincent Tibéri, qui montre qu'effectivement, la tolérance, on va dire culturelle, s'est augmentée dans la société française depuis les dernières décennies. Et puis, on a des accidents de parcours, des retours de bâton culturels, avec aujourd'hui beaucoup de crises qui se sont passées et certaines offres politiques qui se mettent en place. Vous savez, il ne faut jamais non plus négliger la capacité ou l'incapacité de certains partis politiques à aller capter ce qui se passe dans l'opinion, en faire quelque chose. Et de temps en temps, on a une formation politique, en l'occurrence aujourd'hui Rassemblement National, ça a été aussi un peu le cas d'Éric Zemmour pendant la présidentielle, qui arrive à capter une tendance de l'opinion et à la traduire politiquement, ce qui nous donne le sentiment d'une société d'un seul coup très conservatrice. Alors que quand on regarde sur un très long terme, on voit que la société est devenue plus tolérante. Laetitia Stroche-Bonnard, est-ce qu'il peut y avoir un conservatisme de gauche, en quelque sorte ? Oui, alors je voulais réagir à ce que vous disiez, mais là vous me posez plutôt la question sur l'immobilisme. Oui. Je pense que ça, c'est prendre le terme de conservateur un peu au pied de la lettre. C'est une définition qui n'est pas... On revient à la définition du Larousse, oui, par laquelle j'ai commencé le débat. C'est-à-dire que si on cherche une définition historique et politique, c'est difficile de considérer que c'est du conservatisme au sens qu'on l'a développé ensemble. Donc là-dessus, je ne dirais pas que c'est du conservatisme de gauche. Après, existe-t-il un conservatisme de gauche ? Ça, c'est autre chose. Vous trouvez des auteurs, oui, qui défendent, oui, possiblement une vision, par exemple, très ancrée sur le local, les traditions, les spécificités locales, et qui sont plutôt de gauche. Il y a des conservateurs de gauche, par exemple, aux États-Unis. Je pense à un historien qui s'appelle Christopher Lasch, enfin, qui est mort, qui était un conservateur. Oui, mais de pas gauche. De gauche. Enfin, qui se considérait de gauche. En tout cas, que la droite ne considérait pas comme de droite. C'est-à-dire de gauche, si de gauche pour les Américains, parce que c'est pas oui, là aussi, voilà. C'est difficile. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui ne correspondait pas. Je ne sais pas si nos auditeurs le connaissent, mais à ce qu'on attendrait de quelqu'un de droite, c'est-à-dire notamment sur le rapport à l'autorité, des choses comme ça, où c'est pas du tout un sujet qui l'intéressait. Un conservatisme de gauche, parce que par exemple, je vous coupe juste, Laurent Berger. Patron de la CFDT, avait taxé les autres syndicats quand il s'était agi de parler du dialogue social en entreprise de trop conservateurs. Oui, mais ça, pour moi, c'est plutôt un jeu de mots sur un terme qui est mal vu en français. Donc, il suffit de taxer son opposant de conservateur, mais moi, je ne vois pas de teneur politique. Mais je ne sais pas si tous les Français ont votre définition en tête. Si les Français veulent appeler ça du conservatisme, ils le peuvent. Mais là, on est en train de chercher ensemble à définir une certaine droite, il me semble, et son rapport au progrès, en fait. Voilà, mais je ne dis pas que ce que vous dites est faux, mais je dis que c'est pas forcément un mot là-dessus, et ensuite on va parler du Sénat. Ce qui est intéressant, c'est dans ce que vous avez dit, là, ce que vous avez appelé le conservatisme, c'est-à-dire vous avez à la fois, ou plutôt au départ, vous avez parlé de progressisme, vous avez mis des droits, c'est-à-dire l'IVG, la PMA, le mariage pour tous, et puis d'un coup, vous nous avez expliqué que toucher à l'âge de la retraite, et donc augmenter l'âge de la retraite, le refuser de le faire, ce serait conservateur.
pas oublier que tous les pays européens voisins, oui, mais peu importe ce que l'ont fait. C'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire, il faut quand même pas oublier que la retraite, ça a d'abord été un droit, et un droit arraché et de manière extrêmement difficile. Et donc, faire comme si défendre ce droit, c'était du conservatisme, c'est quand même un tour de passe-passe. Parce qu'en plus, vous avez dit l'âge augmente, le vieillissement. Enfin, d'abord, c'est pas vrai. On voit bien que l'âge en bonne, enfin la période où on est en bonne santé, l'âge recule. Enfin, l'âge, on est de plus en plus souvent malade tôt. En particulier ceux qui ont les travaux les plus pénibles et à qui on va demander des durées de cotisation beaucoup plus importantes. Donc, je vois pas trop ce que serait être conservateur de défendre les acquis. Dire à une caissière qu'elle va travailler jusqu'à 65 ans, je vois pas ce que ça a progressiste. J'ai laissé les arguments les uns les autres parce que je veux pas relancer un débat effectivement autour de l'âge de la retraite. On l'a fait plusieurs fois, ils étaient passionnants, mais on va pas se relancer là-dedans. En revanche, on s'est posé forcément la question, et Tam Tranuy va pouvoir nous rejoindre sur ce plateau. Rebonsoir Tam, du Sénat. Alors là, ça vous a demandé un travail de recherche historique notamment, qu'on peut saluer ici. Le Sénat est-il conservateur ? Voilà, un sujet de dissertation et 3 minutes pour tenter d'y répondre. Alors tout d'abord, c'est un qualificatif qui lui a été accolé par le passé. On a parlé de Sénat conservateur. C'était le nom du Sénat lorsqu'il a été ressuscité par Napoléon, alors consul en 1799. Un Sénat inspiré de l'antique, inspiré de celui de Rome. Son rôle alors, c'est de conserver la Constitution, de veiller au respect de la loi fondamentale, et puis ensuite ça va être même de la modifier. Au départ, ce sont 60 sages, des membres inamovibles qui ne sont pas élus mais nommés et qui sont choyés par le régime, à savoir qu'on leur octroyait des revenus très confortables et même un palais résidentiel, et qui se montrent donc en contrepartie, ces sages, extrêmement dociles. On va avancer un petit peu dans l'histoire. Le Sénat, c'est ensuite une revendication des monarchistes en 1870. C'est ainsi qu'il se constitue comme une assemblée de notables locaux, certainement quelque chose que l'on retrouve aujourd'hui dans son ADN. Et notez que sous la Troisième République, Léon Blum le qualifie, je le cite, de chambre d'ajournement systématique. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de limite à la navette parlementaire et que certaines réformes mettaient donc plusieurs années à être adoptées grâce à la lenteur sénatoriale. Le Sénat est donc associé à un conservatisme impénitent, un frein constant au progrès, un opposant permanent. C'est ce qu'explique dans son livre sur le Sénat l'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Sénat est conservateur, en tout cas la droite y est majoritaire, ça c'est sûr. Depuis 1858, le début de la 5e, la droite y règne en maître. 1958, vous avez dit 1800, pardon. C'est pas grave. Voilà, on avait rectifié nous-mêmes. La droite y règne en maître, ou plus exactement, nous précise le politologue Benjamin Morel, le centre droit. À l'exception d'une courte parenthèse qu'il y a eu entre 2011 et 2014, où le Sénat a basculé à gauche, la Chambre haute a toujours été majoritairement dans cette tendance que Benjamin Morel résume ainsi, c'est la droite démocrate chrétienne des territoires qui va bien et qui est donc majoritaire. Donc ça s'explique par le mode de scrutin qui surreprésente les territoires ruraux, ces territoires qui votent plutôt à droite par rapport aux territoires urbains qui votent plus à gauche. Lors des dernières élections, c'était notamment écologiste. Et c'est donc pour ça que Lionel Jospin avait parlé d'anomalie démocratique. Lorsqu'il dit ça en 2008, il dénonce le mode de scrutin du Sénat qui fait de cette Assemblée, il le dit, une chambre conservatrice. Écoutez-le s'en expliquer, c'était sur notre antenne en 2011. Il y a 2 types de secondes chambres. Il y a les secondes chambres des États fédéraux, c'est les États-Unis, c'est l'Allemagne, et ces 2 secondes chambres sont élues au suffrage universel. Elles représentent la diversité d'un pays fédéral. Et puis il y a des chambres héritées des vieilles chambres aristocratiques, qui sont devenues des chambres conservatrices, et c'est à cette deuxième catégorie qu'appartient le Sénat français. Voilà, l'ancien Premier ministre incrimine dans le mode de scrutin à la fois la surreprésentation des très petites communes, le fait que la Chambre soit élue par un suffrage indirect, par 160 000 grands électeurs, à 95% des maires, des conseillers municipaux. Ça s'explique parce que le Sénat représente constitutionnellement les territoires. Notez quand même que depuis cette critique, le mode de scrutin, il a été réformé, il favorise un peu moins aujourd'hui la ruralité. Est-ce que le Sénat a des positions conservatrices sur la loi, les lois qu'il vote ? Sur les sujets sociétaux, ça c'est assez clair, sur la constitutionnalisation de l'IVG, sur l'allongement du délai légal pour avoir le droit de faire une IVG, sur les récents textes de
de bioéthique, ce sont des sujets sur lesquels le Sénat a plutôt freiné des 4 fers. Mais dans son côté conservateur, eh bien, il y a aussi le côté protecteur, il y a le côté défense de la liberté publique. Ça, c'est quand même un discours qu'il a de façon très très forte, la liberté d'aller et venir, la liberté de la presse ou encore la liberté d'entreprendre. En tout cas, aujourd'hui, on est très loin de cette image dont je parlais au début, celle de Léon Blum, qui parlait du Sénat comme d'un empêcheur de tourner en rond. Son mode de scrutin lui permet aujourd'hui d'être indépendant des vagues générées par la présidentielle et les législatives. Le résultat, dernièrement, c'est que lorsque l'Assemblée était acquise à La République En Marche en 2017, le Sénat était de droite. Aujourd'hui, alors que l'Assemblée est fracturée sans majorité absolue, le Sénat et de droite. C'est donc un phare de droite dans une tempête, un pôle de stabilité, disent certains sénateurs, une opposition constructive, dit Gérard Larcher. Et puis je vais citer aussi Maurice Schumann, qui est l'un des pères de l'Europe, mais qui a aussi été, je l'ai découvert, 24 ans sénateur. Il avait une expression que les sénateurs aiment beaucoup reprendre. Il disait: le Sénat, c'est l'édit de Nantes permanent de la République. Voilà, face au bruit et à la fureur récente à l'Assemblée, le Sénat, c'est devenu une force conservatrice pacificatrice et parfois motrice pour le gouvernement qui a pu s'appuyer sur cette chambre pour faire passer certains textes récemment. Merci beaucoup, Tam Tranui. C'était passionnant. Bruno Cotresse, est-ce que le Sénat est le fief conservateur par excellence ? En tout cas, j'aime bien la définition, le résumé qu'en a donné Benjamin Morel, la droite démocrate chrétienne des territoires qui vont bien. Oui. Je trouve que ça va bien au Sénat. Oui. Et c'est vrai que le Sénat, aujourd'hui, a pris, évidemment, si Lionel Jospin a raison de pointer les héritages historiques, on voit qu'on est aujourd'hui dans quelque chose d'autre avec ce Sénat, qui est plus cette chambre qui veut représenter un peu l'équilibre. C'est vrai que sur des réformes de société, ils ont bloqué plusieurs fois les réformes institutionnelles voulues par Emmanuel Macron. Ça, c'est absolument certain. Mais dans le même temps, c'est vrai que ça joue cette institution un peu d'équilibre et qui veut en particulier se préoccuper des questions de liberté, des questions de territoire. Donc de ce point de vue-là, je dirais que c'est sans doute une chambre qui n'est pas de même majorité que l'Assemblée nationale, mais que je ne qualifierais pas de conservatrice aujourd'hui. On va élargir notre débat. On l'a un tout petit peu évoqué. Il nous reste 7-8 minutes à d'autres pays. Je vous propose d'écouter la nouvelle présidente du Conseil italien, on va dire équivalent d'un Premier ministre. C'est un extrait d'un discours qu'elle avait fait en français pendant sa campagne électorale victorieuse. Elle n'avait pas encore été désignée. Elle parle justement de conservatisme. Giorgia Meloni. Depuis des années, j'ai également l'honneur de présider les partis des conservateurs européens, qui partagent des valeurs et des expériences avec les Tories britanniques, les républicains américains et les Likoud israéliens. Alors c'est dans ce même discours qu'elle avait affirmé que le fascisme appartient à l'histoire. Laetitia Stroche-Bonnard, vous l'avez un peu évoqué, mais elle fait référence aux Tories britanniques, aux républicains américains, aux Likoud israéliens. Est-ce qu'il y a une espèce d'international du conservatisme ? Je fais volontairement le jeu de mots. C'est très compliqué, d'autant que les mouvements conservateurs sont très liés aux histoires nationales et qu'en plus eux-mêmes mettent l'accent sur les histoires nationales et l'héritage national. Donc parler d'une internationale conservatrice... C'est-à-dire qu'il prend des formes différentes d'un pays à l'autre, c'est ça aussi. Bien sûr, alors ils peuvent s'entendre entre eux, je pense, mais il y a aussi des incompréhensions fondamentales, notamment le rôle, par exemple, du libéralisme économique pour les conservateurs américain. Alors avec Trump, ça a un petit peu changé, mais c'était une donnée fondamentale. C'est un petit peu différent si vous prenez la Hongrie de Viktor Orban. Oui, vous allez avoir des nuances qui ne les empêchent pas de se parler. Alors le cas de Meloni est compliqué, je trouve, parce qu'il y a chez elle des éléments de libéral-conservatisme. J'ajoute libéral parce qu'elle a quand même affiché son soutien à l'Ukraine. Et normalement, on n'attend pas ça des réactionnaires ou des conservateurs purs et durs. La dette italienne est colossale et qu'elle dépend de l'Europe. Non, mais il y a l'opportunisme. C'est une des bonnes raisons, ça c'est sûr. Mais il y a des formes de libéral-conservatisme. Mais il y a aussi des tensions vers l'extrême droite, au sens où elle a un discours, par exemple, sur l'identité italienne, qui est peut-être encore plus fort que ce qu'on peut entendre en France sur l'identité nationale. Alors ça vient aussi du cas de l'Italie, qui est très particulier, où il y a une insécurité culturelle encore plus forte quand elle est ressentie que chez nous. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que je trouve très difficile de situer cette femme politique. Il va falloir attendre de voir ce qu'elle va faire concrètement. Oui, mais est-ce que c'est pas un mouvement quand même... Je retiens ce que disait Bruno Cotresse sur la société française, cette demande finalement de retour à des valeurs anciennes, cette inquiétude face... Je rejoins aussi l'inquiétude face aux crises que l'on traverse depuis des années. Tout ça, je l'imagine, se retrouve aussi dans vos enquêtes d'opinion. Mais est-ce que ça pousse pas
les conservateurs, pas seulement en France, ailleurs en Europe, à basculer petit à petit vers une droite un peu plus extrême? Je voudrais ajouter quelque chose. En fait, quand on est conservateur, on peut parler de même sujet que l'extrême droite ou les populistes, mais la clé pour moi, c'est qu'on n'en parle pas de la même façon. C'est pas seulement pour l'apparence, c'est qu'on ne voit pas la chose de la même façon. Par exemple, Giorgia Meloni, donc je parlais d'extrême droite, parle d'islamisation de l'Italie. Ça, normalement, un conservateur libéral britannique, par exemple, qui est pour moi, vous avez compris, le modèle du conservatisme, ne parlerait jamais comme ça. C'est quasi, ça n'est pas dans leur ADN politique, parce que dans le conservatisme britannique, il y a une forme de décence, d'élégance même. Et vous avez raison, quand vous dites, est-ce qu'il n'y a pas une tentation en Europe d'aller de plus en plus à droite? Moi, je la vois là. Je la vois je parlais tout à l'heure aussi du mépris de l'état de droit et des droits individuels. Je la vois là, et je la vois dans la perte de cet équilibre qui fait l'essence du conservatisme normalement. Et avec une vraie question qui est centrale finalement, qu'on a évoquée en filigrane dans ce débat, c'est comment cette droite peut garder le pouvoir ou revenir au pouvoir. Est-ce que c'est en s'ancrant de nouveau vers le centre-droit ou est-ce que c'est en s'alliant avec l'extrême droite? C'est pour ça, et on revient à votre première intervention, Frédérique Matonti, c'est que vous ne dites pas conservateur, que vous dites réac, parce que vous avez le sentiment que là... Sur Mélanie, c'est très frappant. Elle a intérêt à se dire conservatrice. C'est beaucoup plus propre de se dire conservateur, dans son cas, que la réalité, c'est-à-dire plutôt qu'elle est à l'extrême droite en réalité, et que l'étiquette qu'on lui donne d'habitude c'est plutôt néofascisme. Si elle se dit conservatrice... Je remercie Bruno Cotresse, à qui j'avais promis qu'il pourrait partir quelques minutes avant la fin de l'émission. Merci Bruno et à très bientôt. Allez-y. Pardon de vous avoir interrompu. Je disais, si elle utilise conservateur, c'est beaucoup plus intéressant pour elle que ce qu'on lui accole comme étiquette, qui est la véritable étiquette néofasciste. Donc elle a tout intérêt à se dire conservatrice. C'est un côté lustration. En fait, néofasciste, là, ça c'est pas sûr. Parce que ça, c'est peut-être pas sûr, mais en tout cas, elle a intérêt stratégiquement à utiliser cette étiquette qui la rend propre. Elle a quand même un héritage, elle a un passé. Bon, voilà. Et quand même, il y a une tentation. Enfin, je l'ai vu il y a une revue qui s'appelle Le Conservateur, qui est fabriquée par d'anciens identitaires, des gens qui sont vraiment très à l'extrême droite, parce que c'est une manière de ne pas dire qu'on est à l'extrême droite. Ça, c'est vrai. Mais je voulais dire, laissons-lui aussi le bénéfice du doute, parce que par exemple, sur l'Ukraine, même si c'est totalement opportuniste, c'est plutôt bien. Enfin, moi, je me réjouis pour l'instant, ce qu'on voit, effectivement, c'est qu'économiquement, elle a plutôt tendance, elle a donné des gages à l'Europe pour les raisons qu'évoquait Laetitia à l'instant, mais qu'en revanche, elle va peut-être, pour donner des gages à celles et ceux qui l'ont élue, être, pour le coup, un peu plus... dans sa politique intérieure. En termes culturels, en termes sociétal, dans le camp qui était son camp d'origine, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. En effet, alors peut-être qu'elle ira plus à droite, mais pour moi, on franchit le mur vers l'extrême droite quand on se met à détricoter l'état de droit et qu'on refuse aussi le pluralisme. Ça, c'est quelque chose de très important. Et je pense qu'on peut être de droite, conservateur et respecter toutes ces notions. Mais c'est vrai qu'en Europe, aujourd'hui, on ne voit pas cette droite. Moi, je ne la vois pas, je la cherche. Je vois beaucoup de peur. Et en effet, la stratégie, ça devrait être de se rapprocher du centre. Et de dire, voilà ce qui nous différencie quand même du centre sur un certain nombre de questions. Or, la stratégie qui semble plutôt gagner, c'est l'autre. Et je pense que c'est une erreur fondamentale. Ils ne gagneront jamais des voix en faisant ça. Les partis de droite vont se déliter. Oui, ils vont se déliter s'ils font ça. Merci beaucoup, merci à toutes les trois d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler le titre de vos livres respectifs. Frédérique Matonti, Comment sommes-nous devenus réac? Alors il est publié aux éditions Fayard, et Laetitia Sroche-Bonnard, livre un peu plus ancien, effectivement, c'était aux éditions du Cerf. Vous avez dit conservateur. Voilà, on revoit la page de garde, la couverture de votre livre. Merci encore, je vous dis à demain. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, et on vous donne rendez-vous sur l'antenne de Public Sénat, la matinale. Bonjour chez vous. Oriane Mancini, vous le voyez, reçoit Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre, qui est le président aujourd'hui de la Fondation Jean Jaurès. Belle soirée à toutes et à tous.